Alors, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e épisode du Panoraman, la série d'entretiens en ligne et en direct du Musée d'archéologie nationale avec ses conservateurs, autour des objets du mois. Donc, comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions dans le chat qui s'affiche juste à droite de votre écran, et on va y répondre au fur et à mesure ou à la fin, donc n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, on retrouve Fanny Monique, qui est conservatrice des collections du premier Moyen-Âge au Man, pour nous présenter l'objet du mois de juillet et d'août. Alors c'est un objet qui a une histoire très particulière, parce que cette bague, en fait, a été découverte sur le chantier de fouilles de la basilique Saint-Denis dans les années 1930, lors des fouilles de Jules Formigé. Et elle a donc été attribuée à la même époque que les autres vestiges découverts sur le chantier, à savoir la période mérovingienne. Mais comme elle détonnait par son style, elle a posé depuis beaucoup de questions aux conservateurs qui en ont été en charge au musée. Donc je vais laisser Fanny nous présenter cet objet. Bonjour à tous et bienvenue dans mon bureau. Je suis très contente de vous accueillir ici. Alors, donc l'objet qui nous occupe aujourd'hui, si vous le voulez bien, je vais vous partager mon écran pour que vous le voyez en grand. Hop là, c'est parti. Alors, c'est pas celui-là, tout va bien, ne paniquez pas. C'est celui-là. Donc, c'est une bague, comme vous pouvez le constater. Une bague en argent qui mesure à peu près 2,8 cm dans sa plus grande longueur. Alors en argent et avec ce qu'on appelle le chaton, c'est la partie centrale de la bague, celle où on va trouver souvent une pierre ou une inscription ou quelque chose. Un chaton qui est en forme de demi-sphère, qui est décoré d'une espèce de rosette, avec, vous voyez, des pétales colorés jaune, bleu, vert. Et puis cette bague en argent, elle présente aussi tout un tas de petits décors, des petites granules, c'est ces petites boules que vous voyez là autour, que vous voyez aussi en grappe sur le côté du chaton, et des décors qu'on appelle de filigrane, ce sont des fils d'argent qui peuvent être torsadés ou non. Alors, pour l'occasion, je vais revenir en vision. Pour l'occasion, je vous ai sorti l'objet parce que, pour le coup, c'est une bague, c'est facile à manipuler, à déplacer. Donc, je me suis dit que ce serait sympa de vous la montrer. Donc, voilà la bête. J'espère que vous arrivez à la voir à peu près. Voilà. Donc, vous voyez bien aussi sur l'anneau qu'il y a encore des décors. Vous voyez que c'est quand même assez fin et assez chouette. Alors, comme le disait Daphné, cette bague-là, elle a été découverte en 1938 par Jules Formigé, qui à l'époque est architecte en chef des monuments historiques et qui a en charge la basilique de Saint-Denis. Et il découvre cette bague dans le jardin nord de la basilique, mais en fait, il va la trouver dans une zone qui est assez perturbée, dans une zone où il y a plein de sarcophages, mais dans lesquels il ne retrouve absolument rien, sauf cette bague. Il dit que tous les sarcophages ont été pillés. Alors déjà, on trouve ça un petit peu bizarre, trouver une bague comme ça, hors contexte, dans un endroit où il n'y a absolument rien d'autre. Une bague en plus qui ne ressemble pas à grand-chose d'autre de connu. Bon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, les fouilles de Jules Formigé ont été très critiquées par la suite. Les grands fouilleurs historiques de Saint-Denis, que sont Michel Fleury et Albert France-Lanor, ont été assez rudes. Ils ont dit que le règne de Formigé, architecte de la basilique, avait été aussi désastreux pour les sépultures que celui de Viollet-le-Duc. Bon alors, je sais, moi aussi j'aime beaucoup Viollet-le-Duc, mais disons que l'archéologie n'était pas toujours son fort. Et puis, ils ont qualifié sa publication à Jules Formigé d'ouvrage dépourvu de tout caractère scientifique et qui fourmille d'erreurs. Donc voilà, vous voyez que dès le départ, on ne partait pas gagnant sur cet objet. on ne savait pas trop où est-ce qu'on allait. Et puis, comme disait Daphné, les différents conservateurs qui se sont intéressés à cette bague, je vais vous repartager mon écran pour que vous voyez un peu ça, se sont penchés forcément sur la stylistique, sur les aspects du décor, de la technique, et il y a vraiment plein de soucis. Alors déjà, le décor bleu, jaune, vert que vous voyez, c'est de l'émail. Et l'émail, en Europe, certes, c'est connu depuis assez longtemps, mais en fait, à l'époque mérovingienne, à cet endroit-là, c'est très rare. Donc déjà, ça, c'est un petit peu louche. Et puis, le décor, pareil, on a du mal à trouver des parallèles.
Alors, les granules disposées comme ça en grappe, vous voyez, à la base du chaton, on a d'autres exemples. Alors, je vous ai sorti l'exemple par excellence, qui est la bague d'Arégonde, qui est chez nous aussi. Alors, avec une grappe beaucoup plus petite, mais vous comprenez un petit peu l'idée. Donc ça, on retrouve des exemples pour l'époque mérovingienne, mais bon, c'est un peu limité. Et puis, les autres exemples qu'on a retrouvés, qu'on a proposés de comparaison, c'est une bague qui est conservée au musée de Troyes, dont je vous montre ici un dessin, qui est la seule image que j'ai à ma disposition en l'occurrence. Vous voyez qu'on retrouve quand même des similitudes, mais c'est pas exactement ça encore. Et pour finir, le seul autre exemple qu'on avait proposé, je vais vous le montrer en direct dans mon livre. C'est une publication sur les bagues mérovingiennes de Reine Hadiage. C'est un peu la publication de référence pour les bagues mérovingiennes. Et on a dedans une bague qui vient de Monceau-le-Neuf. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez très bien. Et cette bague-là, elle présente encore un chaton hémisphérique, un décor de filigrane, elle est en argent. Mais bon, encore une fois, c'est pas exactement ça. Donc cette bague-là, elle est restée en réserve pendant un bon bout de temps, même si elle est très belle, bien exécutée, qu'elle a un vrai intérêt. Et on attendait qu'il se passe quelque chose, qu'on trouve un parallèle en fouille. Et en fait, il s'est passé quelque chose de totalement inattendu. Et je vais laisser Daphné vous raconter parce que c'est à elle que c'est arrivé. Oui, donc en fait, pour ceux qui ne savent pas, moi je m'occupe aussi des réseaux sociaux du Musée d'Archéologie nationale. Et donc pendant le confinement et la fermeture du musée, on essayait de faire vivre un peu les collections en présentant des objets. On faisait une semaine un thème et on présentait 5 objets. Et donc cette semaine-là, moi j'avais un peu voulu faire quelque chose sur les bagues mérovingiennes, notamment celles découvertes à Saint-Denis. Et j'en ai sélectionné plusieurs, puis j'ai vu, en cherchant dans le moteur de recherche de la Réunion des musées nationaux, cette bague qui ressortait comme conservée au Man. Donc cette bague en question qu'on vous a présentée là aujourd'hui. Et j'ai trouvé qu'elle était très différente, donc aussi elle doit être intéressante, donc autant la montrer pour montrer que à l'époque mérovingienne, on faisait aussi des choses différentes, il y avait aussi des choses qui sortaient de la mode. Et donc je fais mon post, je la publie, et là je reçois une tonne de commentaires de personnes qui me disent pas du tout, elle n'est pas du tout une bague mérovingienne, j'ai la même, c'est une bague kabyle. Et alors moi je me dis, une bague kabyle à Saint-Denis, à l'époque mérovingienne, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, donc directement un peu affolée, je contacte Fanny en lui disant, voilà, et donc je te laisse reprendre Fanny sur comment ça a fait évoluer notre petite recherche. Oui, alors, donc, pour exemple, j'avais récupéré une des petites captures d'écran que tu m'avais fait de ces commentaires des internautes. Donc, vous pouvez voir un petit peu les réactions très perplexes avec les petits smileys à l'avenant. Et alors, effectivement, moi, quand j'ai reçu le message de Daphné, pour être très honnête, je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'ils vont encore nous raconter sur les réseaux sociaux épuisant. Alors, à ma décharge, pour être très honnête, il y a parfois des trucs énormes sur les réseaux sociaux où les gens vous corrigent avec énormément d'aplomb. J'ai en mémoire une histoire sur des pillages qui avaient eu lieu à Saint-Denis en 1973. Et les gens s'obstinaient à nous corriger en disant que c'était 1793 pendant la Révolution. Alors oui, mais non, pas que. Donc voilà, comme il y a ce genre de situation des fois où les gens sont vraiment sur d'eux, je me suis dit, oh, je vais regarder ça, c'est encore une bêtise. Et en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Les gens avaient complètement raison et je dis merci les gens, je dis merci à la vie. Vraiment, bravo, félicitations, vous aviez totalement raison. Alors, pour illustrer ça, je vais vous montrer un lien d'un musée extrêmement sérieux qui est la Smithsonian Institution de Washington, où vous avez, je pense que là vous reconnaissez pour le coup tout de suite le parallèle, vraiment pas exact, mais très proche de l'objet qui nous occupe. Un lien qui nous avait été envoyé par un internaute d'ailleurs, je crois, Daphné. Hein. Oui, c'est ça, sur Instagram, on m'avait envoyé exactement ce lien. Voilà, et qui en fait est le meilleur exemple que j'ai pu trouver jusque-là de bague kabyle, on va dire historique, hein, qui a été
collectés dans un contexte assuré, scientifique, etc. Et où vous retrouvez vraiment le même type d'objet, le chaton hémisphérique, le bouton sommital, la petite rosette à pétales bleu, jaune, vert, et puis sur l'anneau, le décor de petites granulations en grappe et des décors de filigrane et de granulation. Pardon. Donc, c'était vraiment à la fois surprenant et hyper satisfaisant. Alors après, du coup, bien sûr, on a mené quelques petites recherches sur le sujet. Alors, faut savoir que pour la question de l'orfèvrerie kabyle, c'est surtout Henriette Camp-Fabrère qui s'est intéressée à ça et qui a publié pas mal d'ouvrages vraiment passionnants sur la question. Et vous voyez qu'on retrouve des exemples assez proches de cette bague, ou alors des exemples de pendeloques qui reprennent en fait le même motif hémisphérique, des pendeloques qui parfois sont appelés du coup des tiképhistes, d'après ce que j'ai pu rencontrer. Alors, pour vous parler un peu du coup d'orfèvrerie kabyle, alors je précise que je ne suis absolument pas spécialiste de ce sujet, bien évidemment, mais ça n'empêche pas de s'y intéresser. Alors, un petit rappel. Déjà, c'est où la Kabylie? Donc la Kabylie, je vous montre cette carte que j'ai trouvée sur Wikipédia, hein, tout simplement. C'est au nord de l'Algérie, c'est le petit territoire que vous avez en bleu marine ici. La Kabylie, donc c'est une région qui est très montagneuse, et les Kabyles, c'est une ethnie de culture et de tradition berbère. Alors, j'utilise le mot berbère, normalement, d'après ce que j'ai compris, maintenant il faut dire amazique, mais c'est vrai que amazique, c'est souvent moins connu du grand public, donc je vais utiliser le mot berbère pour que ce soit plus facile. Et donc, c'est plus particulièrement en Grande Kabylie qu'on trouve ce type d'objet, ce type de bijoux. Alors, il faut savoir que dans ce massif, la chaîne du Djurdjura, qui est en Grande Kabylie, on peut avoir plein de petits villages qui sont installés sur des éperonts rocheux. Et ces villages vont en partie se spécialiser dans des productions d'orfèvrerie traditionnelles. Et ils sont souvent associés à une tribu qu'on appelle les Beni Yeni. Alors voilà pour la petite mise en contexte géographique et historique, parce que c'est de l'orfèvrerie qui est assez ancienne. Hein. On en trouve des traces assez anciennement. Ce n'est pas quelque chose de très récent, même si beaucoup d'internautes disaient j'ai la même, c'est kabyle, ma grand-mère avait la même. Certes, ce sont des modèles qui se sont perpétués, mais c'est pas, cette bague-là ne date pas des années 2000, hein, soyez tranquilles. De toute façon, on voit mal comment, étant trouvée en 1938, elle pourrait être assez récente. C'est juste une question de logique. Alors, voilà pour la partie, on va dire, un peu historique. Il faut savoir qu'en Kabylie, les bijoux, ils peuvent avoir plusieurs fonctions. Alors, en illustration, je vous mets cette image qui est aussi tirée de l'ouvrage d'Henriette Camp-Fabrère, que vous puissiez voir, en fait, jusqu'à quel point les femmes kabyles peuvent être ornées de ces bijoux magnifiques. Alors, souvent, ils vont lui être offerts au moment de son mariage et en fait, ils sont achetés par la famille de la mariée grâce à une dot qui est versée par les parents du fiancé. Donc, il y a tout un petit jeu, vous voyez, de passement de sous. Et c'est des ornements qui ont plusieurs fonctions. Alors déjà, vous voyez qu'elle en a plein sur elle. Ces bijoux, je dirais déjà au premier niveau, ils servent à thésauriser, c'est-à-dire, c'est un mot compliqué pour dire, eh bien, amasser, conserver un peu de richesse. Donc, on ne sait jamais, en cas de coup dur, la femme kabyle a des bijoux à sa disposition qu'elle peut utiliser si jamais elle a besoin. Et ces bijoux lui appartiennent à elle, en propre. Donc, c'est aussi une forme de gage d'indépendance pour cette femme. Ensuite, ces bijoux-là, ils peuvent avoir une symbolique très importante, une symbolique qu'elle soit dans les décors. Alors, par exemple, je vous ai parlé des émaux hein, jaune, vert, bleu qu'on voit sur la bague de Saint-Denis. Alors, ces couleurs-là, par exemple, le jaune rappelle le soleil, le bleu rappelle la mer. Enfin, voilà. En fait, c'est une symbolique assez simple, hein, c'est rien d'exceptionnel, mais voilà. Et puis, il y a aussi une chose à savoir, c'est que beaucoup de bijoux sont offerts à la femme kabyle dans des occasions très particulières, ou alors ne sont portés qu'à certaines occasions. Alors, en l'occurrence, c'est dommage, mais ce n'est pas le cas pour les bagues. Les bagues, c'est vraiment des bijoux courants qu'on peut porter au quotidien. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie de ces bijoux traditionnels dont l'usage et l'achat sont très, très encadrés.
Voilà ce que je voulais vous dire à peu près sur ce bijou, sur l'artisanat kabyle. Et s'il me reste un petit peu de temps, je ne sais pas où on en est, oui, quand même, on va peut-être se poser une question un peu fondamentale. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette galère? Parce que, bon, moi je veux bien, oui, alors finalement c'est pas mérovingien, c'est kabyle, prouvé par A plus B, tout ça, ok, super, mais du coup, comment Formigé a-t-il pu tomber sur cette bague à Saint-Denis, au milieu de sarcophages mérovingiens? Alors, pour être très honnête avec vous, j'ai pas forcément tout le fin mot de l'affaire. Il se trouve que d'ailleurs, je vais rencontrer lundi qui vient des collègues de Saint-Denis avec qui justement j'ai envie de discuter un petit peu de ces sujets-là, à qui je vais montrer la bague, et notamment une collègue qui, à la ville de Saint-Denis, s'occupe de la valorisation du patrimoine et qui, a priori, a des pistes pour moi. Donc, le mystère plane encore, mais j'ai hâte de la voir et d'en discuter avec elle. Alors, en l'état, moi, ce que je me disais, c'est que la ville de Saint-Denis, c'est, on le sait, un lieu d'accueil privilégié pour beaucoup de populations nord-africaines, notamment lors de vagues de migration au XXe siècle. Et en faisant de toutes petites recherches, je me suis rendu compte que, en fait, il y a une immigration de populations en provenance de Kabylie qui commence dès la fin du XIXe siècle. Je rappelle que c'est une bague qui est trouvée en 1938. Donc, en l'état, on a forcément une bague qui a atterri dans un remblai moderne et ce remblai ensuite a été fouillé par Formigé et il a ressorti cette bague. Donc, moi, ce qui me semble le plus probable, c'est pas que quelqu'un sur le chantier, un archéologue, ait perdu une bague. Je pense que c'est pas, ça paraît pas très logique. Déjà, on fouille rarement avec des bagues, pour être très honnête. Hein. J'en ai une là aujourd'hui, mais quand je vais fouiller, je la retire parce que bon. Franchement, c'est un travail de force qui salit les mains, qui abîme les bijoux. Enfin, c'est pas vraiment logique, surtout une grosse bague comme celle-là. Vous voyez, le chaton est encombrant. Et puis en plus, on va pas se mentir, au début du XXe siècle, c'est plutôt des hommes qui fouillent. Donc bon, ça me paraît pas tout à fait logique. Donc moi, en l'état, ce que je me suis dit, c'est que peut-être tout simplement cette bague a été perdue par une femme originaire de Grande Kabylie qui a dû passer à proximité de la basilique Saint-Denis dans le jardin nord, parce qu'on n'est pas dans la basilique, je le rappelle. On est dans le jardin nord et qui a dû perdre sa bague tout simplement. Je ne vois pas très bien quelle peut être la solution autre que celle-là. Mais voilà, peut-être que mes collègues auront d'autres idées. Et donc pour finir, grâce à nos internautes vigilants et motivés, et bien maintenant, on a une nouvelle provenance pour cette bague, puisque ce n'est pas une bague de Gaule du Nord, c'est une bague de Grande Kabylie. Et on a une nouvelle datation, le début du XXe siècle. Alors, il faut savoir que la bague que je vous ai montrée, qui est conservée au Smithsonian, elle date de 1963-1964. Donc, celle-ci serait plus ancienne puisqu'elle a été trouvée en 1938. Voilà, en gros, tout ce que je voulais vous dire à propos de ça. Et j'espère que ça complète un petit peu toutes les questions que vous pouviez se poser, que tu pouvais te poser, Daphné. Excuse-moi, le micro qui était coupé. Oui, bah, du coup, merci beaucoup, Fanny, parce qu'en effet, j'ai été quand même vachement embêtée quand je me suis retrouvée dans cette situation. Et donc voilà. Après, moi, j'avais juste quelques questions vis-à-vis justement de. Enfin, je sais que tu n'as pas encore beaucoup étudié l'artisanat kabyle parce que c'est pas ta spécialité, mais au vu de la bague et de ce que tu as pu voir, est-ce que tu as vu des différents styles en fonction des périodes? Donc, est-ce que tu penses que c'est une bague qui a été, tu vas fabriquée vers la fin du 19e, peut-être plus tôt? Ça, tu ne peux pas encore savoir peut-être. Honnêtement, c'est très compliqué. J'ai l'impression que par ailleurs, les datations ne sont pas si précises que ça, en fait, sur ces grandes phases de l'artisanat, de la bijouterie kabyle. J'ai pas trouvé de référence chronologique, de point d'accroche suffisamment précis pour pouvoir la dater. D'autant plus que c'est un modèle, comme je disais, qui est assez fréquent, qui est beaucoup repris. Et les demoiselles qui disaient ah, j'avais la même, etc., je pense le disaient tout à fait justement parce que c'est un modèle qu'on retrouve. Je crois que j'en avais même trouvé un exemple proche sur eBay. Tu l'avais vu aussi, je pense. Hein. Donc, c'est très compliqué et en l'état, à l'heure actuelle, dater des métaux, ce n'est pas encore tout à fait possible.
Donc, on ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin que entre la fin du 19e et le début du 20e. Je pense que le début du 20e est plus probable, mais tout est possible. Et puis, si on retrouve, comme je dis dans mon article pour Archéologia, notre élégante étourdie, si on a une réclamation, on pourra peut-être nous expliquer d'où elle vient précisément et à quelle date. N'hésitez pas, si vous êtes la propriétaire de cette bague, faites-vous connaître. Enfin, elle doit être toute jeune, a priori. Hein, donc, probablement une descendante ou un descendant de la propriétaire, du coup. Et du coup, moi, ce que j'avais trouvé aussi intéressant, c'est que comme en fait, c'est une bague qui était, qui posait problème déjà dès le départ, elle a du coup jamais été exposée. Et en fait, ce qui fait qu'elle a jamais été vue par le public. Mais si elle avait été exposée plus tôt, peut-être qu'il y aurait eu des gens qui, tu vois, déjà il y a 50 ans, auraient dit, mais non, mais attendez, c'est incroyable. Peut-être, parce que le souci, enfin, disons qu'avec cet objet, le souci est de différents ordres. Alors déjà, c'est certain, elle posait plein de questions, elle n'était pas datée de manière très certaine. D'ailleurs, les parallèles que je vous ai montrés sont postérieurs à l'époque mérovingienne. Donc, même avec ces parallèles-là, on ne la datait pas tout à fait du début du Moyen-Âge. On la datait plutôt après le 11e au moins, voire 16e. Enfin voilà, donc on était déjà beaucoup plus longtemps après. Donc c'est compliqué de l'intégrer à une présentation qui, au musée, est vraiment très axée sur la période mérovingienne. Par ailleurs, la pauvre, elle vient d'un contexte perturbé, elle est très jolie certes, mais en comparaison de ce qu'on a trouvé par ailleurs sur le site de Saint-Denis, dans des contextes bien attestés et des découvertes exceptionnelles qu'il y a eu sur ce site, malheureusement, elle est complètement passée au second plan. C'est vraiment logique, hein, en même temps, pour ceux d'entre vous qui connaissent un tout petit peu les découvertes qui ont été faites à Saint-Denis et dont on conserve les plus beaux exemplaires. Vous verrez que ça n'a rien de commun et pour le coup, avec des choses beaucoup plus attestées, beaucoup plus sûres. Donc évidemment, cette petite bague, elle est passée un petit peu à l'as, elle a été mise en réserve. Elle a été photographiée quand même par la RMN, ce qui montre qu'on trouvait qu'elle était intéressante, que voilà. Mais c'est vrai qu'on s'est assez peu penché sur la question. Et c'est sûrement voilà, ce qui explique qu'elle n'ait jamais été identifiée. Ça et le fait que, eh bien, comme je disais dans un tweet tout à l'heure, les musées n'ont pas la science infuse, les conservateurs n'ont pas la science infuse. Et comme cette bague, elle est passée entre les mains d'assez peu de personnes et que ces personnes probablement n'avaient jamais ou très peu vu de bijoux kabyles dans leur vie, moi y compris, et qu'ils n'ont pas cette culture ni ces références dans l'œil, et bien quelque chose qui semble évident à quelqu'un d'origine kabyle, quelqu'un qui a grandi en voyant sa grand-mère, en ayant ce type de bijoux près de lui, et bien pour nous, c'est totalement alien, totalement étranger. Et puis, donc voilà, forcément, ça l'a laissée un petit peu en retrait et un petit peu mystérieuse, alors qu'en fait, elle n'est pas tant que ça. C'est ça qui est amusant dans cette histoire, quoi. Après, on ne va pas se cacher non plus derrière notre petit doigt. C'est aussi dû au fait que traditionnellement, en France, on a des conservateurs, des archéologues, des responsables de collection qui appartiennent un peu tous à la même culture. C'est pas grave, c'est comme ça. Mais du coup, voilà, c'est là qu'on passe à côté de certaines identifications parce qu'on n'a pas forcément les mêmes connaissances que d'autres. Bah, écoute, Fénie, je vais te remercier d'avoir pris le temps de nous présenter l'objet du mois. Avec plaisir. Et du coup, pour ceux qui sont curieux de la voir en vrai, elle sera exposée donc, au musée tout l'été, à partir de mardi. Donc, on va l'installer mardi, d'ailleurs, dans une installation très particulière parce qu'on lui a fait son propre coussin de béton. Ah oui, il faut venir voir ça parce que c'est notre collègue Rémi Saget, qui est monteur-installateur d'objets d'art, qui a fabriqué un faux coussin en béton plus vrai que nature. Il fait des installations vraiment géniales, vraiment magnifiques. Donc, je vous recommande de venir, non seulement pour voir la bague en vrai, parce que comme on disait, elle n'est pas exposée d'habitude, donc c'est maintenant que vous la verrez. Et aussi pour voir cette installation qui a été concoctée par Rémi et qui va être très, très chouette. Ouais. Donc voilà, du coup, ça, vous pourrez la voir tout l'été. Donc, elle est exposée jusqu'à fin août. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la bague, il y a aussi un article qui va être publié, qui est peut-être déjà publié dans Archéologia, dans le numéro là, de juillet. Oui, c'est le numéro de juillet, je pense.
Et par ailleurs, ceux qui voudront vraiment en savoir beaucoup plus et qui seront intéressés par le sujet de cette bague, de la bijouterie kabyle et d'autres sujets encore, je vais publier un article dans la revue du musée Antiquité nationale. Alors, pas le prochain numéro qui va sortir a priori en septembre, mais celui de l'année prochaine. Donc voilà, prenons date. C'est ça. Et après, justement, si vous êtes curieux de voir à quoi ressemblaient les bagues qui ont été retrouvées sur les chantiers de fouilles de Saint-Denis, vous pouvez aller voir sur notre site internet, il y en a pas mal qui sont référencés et vous pourrez donc bien voir la différence, voir qu'elles ont tout à fait un style assez similaire et que celle-ci détonne vraiment. Voilà. Après, donc, le site internet, c'est musée-archéologie-nationale en tout collé.fr. On a aussi édité un site avec le ministère de la Culture sur la ville de Saint-Denis au Moyen-Âge. Donc, c'est archéologie.culture.fr/Saint-Denis. Donc, si ça vous intéresse. Donc là, on n'est plus trop sur le sujet de la bague, mais si la ville de Saint-Denis au Moyen-Âge vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et enfin, cet épisode sera publié sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous voulez le revoir ou que vous avez manqué des parties, n'hésitez pas. Puis pareil, je pense que si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous contacter sur les réseaux sociaux, donc Musée d'Archéologie nationale, et Fanny aussi, qui est, je pense, disponible. Oui, bien sûr. Et surtout, si vous faites partie des internautes qui ont contribué à identifier cette bague, qui nous ont répondu sur Instagram pour nous dire « mais c'est n'importe quoi, vous racontez n'importe quoi !» Mais faites-vous connaître. Au contraire, moi, je vous paye un coup à boire avec grand plaisir parce que j'aime bien quand les internautes font mon boulot. C'est génial. Attends, Jean-Paul, il y a juste une mini-question qui vient de passer, c'est de savoir si on n'a pas la possibilité de dater les autres composants de la bague. Donc, à la part du métal, tu avais dit que c'était pour l'instant pas possible, mais les autres… L'argent ou les mailles. Et les mailles, c'est pareil. Ouais, c'est pareil, c'est pas possible. J'aurais bien voulu, hein, mais là, ça va être compliqué. Mais vous savez, en archéologie, fin 19e, début 20e, c'est déjà une datation extrêmement précise. Hein. Des fois, on date à des centaines, des milliers d'années près. Alors, je pense que là, on est pas mal. Hein. Mais voilà, faites-vous connaître si vous avez contribué à identifier cette bague. Et aussi, faites-vous connaître si, je sais pas, si vous avez des bagues comme ça dans votre famille, partagez la photo sur Instagram, taguez le musée. Moi, ça m'intéresse de voir comment on a pu réutiliser ce modèle, le réinterpréter. C'est toujours hyper chouette. Et puis, comme ça, j'ajouterai ça au dossier de l'objet, dans ma documentation. Ouais, donc, il nous reste à vous souhaiter une très bonne journée. Puis, on se retrouve pour le prochain Panorama, donc après l'été, en septembre. Et on sera avec Isabelle Bonora, qui est conservatrice de la collection d'histoire de l'archéologie au musée. Ouais, je vous remercie tous. Merci aussi, Fanny, d'avoir été là, surtout. Et avec plaisir.